chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Nicolas que j'avais déjà... c'est lui qui m'avait interviewé, que j'ai sorti dans l'épisode 3. En 2023, il m'avait reçu sur sa chaîne YouTube. Et c'est un épisode de mon podcast que j'aime bien parce que ça me ramène à mes débuts. Et là, voilà, on se revoit un an après. On avait enregistré le 21 juin, là, tu te rends compte. On est le 22 juin 2024 maintenant. Un an après, c'est à mon tour de t'interviewer, cher Nicolas. Je te fais une petite présentation. Je suis très inspirée par ton parcours dans l'immobilier. Pour moi, c'est remarquable parce que tout en ayant un CDI, il a réussi en quelques années à financer, donc tu me diras si je me trompe, l'achat de 8 biens. Enfin, ton parc immobilier a été complété après par une trentaine de biens en total, un truc comme ça, avec de la sous-location et de l'achat en propre. Et puis, ils sont tous en location courte durée, donc c'est un peu notre sujet dans la sous-loc. Et puis, ce qui me plaît aussi, et ce qui est aussi tout aussi inspirant, c'est que cette expérience, elle t'a amené en parallèle à monter une activité d'accompagnement et donc de partage avec Automatic BNB. Donc c'est une chaîne YouTube qui est riche en petites astuces et en actualités. On en parlera aussi. Donc est-ce que j'ai tout dit? En tout cas, tu as bien résumé. En tout cas, merci encore Julie de cet accueil, de cette invitation. Et c'est avec grand plaisir que je suis interviewé par toi. Effectivement, il y a un an, c'est moi qui t'ai interviewé. Et puis, je suis content de voir que tu as également évolué dans le bon sens, vers les objectifs que tu voulais atteindre. Donc ça, c'est vraiment top. Merci. Et effectivement, moi j'ai commencé l'investissement immobilier au sens large en 2016 et j'ai commencé la location courte durée en 2017 et ensuite j'ai commencé la sous-location professionnelle en 2019. Okay. Tout ça a une logique, c'est qu'au début en 2016 je m'étais dit un peu comme beaucoup de gens, je vais investir dans l'immobilier pour ma retraite. Au début j'avais jamais cet objectif de faire ce que j'ai fait aujourd'hui, pour être honnête. Après en 2017 j'ai appris ce que c'était que la location courte durée, qui était beaucoup moins développée qu'aujourd'hui, et j'ai vu que ça marchait. Et puis donc depuis 2017 je fais de la location courte durée, mais en 2019 j'ai des banques qui m'ont dit voilà, on peut plus vous suivre Nicolas, et donc c'est là que je me suis lancé dans la sous-location professionnelle pour pouvoir continuer à faire de la location courte durée, encaisser du cash et puis pouvoir le réinvestir, parce que ça pour moi mon objectif de la sous-location professionnelle c'est d'utiliser le cash et le levier qu'on peut se faire avec la sous-location pour le réinvestir dans l'immobilier. Et donc d'ailleurs même là en ce moment là je suis sur un bien qui est sur Montbéliard, mais là c'est pour faire de la location classique, donc je réinvestis aussi sur de la location plus classique. Ça c'est vraiment mon objectif, parce que comme je le dis souvent, la sous-location professionnelle c'est de l'entrepreneuriat, c'est de l'investissement au sens où on s'investit dans la société, et si on veut revendre la société, effectivement cette société peut avoir une valeur. Par contre ce n'est pas de l'investissement immobilier en soi, parce qu'une fois qu'on arrête l'activité de sous-location professionnelle, les murs ne nous appartiennent pas, et or moi j'ai envie dans ma stratégie que les murs m'appartiennent pour pouvoir avoir un capital et un patrimoine. D'accord, donc ça diversifie aussi. Exactement, ça diversifie, ça permet de développer son patrimoine aussi plus rapidement, parce que tu disais effectivement à côté, moi je suis fonctionnaire dans l'éducation nationale, donc c'est vrai qu'autant j'ai quand même assez de temps libre, on va pas se plaindre là-dessus par rapport aux vacances scolaires, etc. Mais par contre nos salaires sont vite plafonnés en fonction de nos échelons. Et donc si je veux aller plus vite dans l'achat immobilier, parce que on n'est pas dans le monde des bisounours. Aujourd'hui, on n'achète pas de l'immobilier avec 0 € d'apport. Maintenant, il faut de l'apport pour pouvoir acheter. Il faut pouvoir épargner. Pour pouvoir épargner, il faut à un moment donné avoir des revenus. Mes revenus salariés n'étant pas extensibles, je me crée ces revenus supplémentaires grâce à la sous-location professionnelle. Et c'est comme ça que je crée des apports et qui me permet d'aller plus vite que la moyenne en termes d'achat de biens immobiliers. C'est très vertueux. C'est ça, effectivement. L'idée, c'est ça, c'est d'être vertueux et puis de faire le maximum, alors pas le maximum d'achat, mais en tout cas le maximum d'investissement rentable que je peux, tant que je peux le faire. Bien sûr. Peut-être qu'un jour j'arrêterai, etc. Mais là, je suis dans une bonne dynamique. J'arrive à allier la location courte durée, l'investissement immobilier, mon parcours de formateur et puis également mon travail dans l'éducation nationale à côté. Donc, tant que j'arrive à allier tout ça, tant que les planètes sont alignées, je continue. Je dis toujours, il faut saisir les opportunités tant qu'on peut les saisir. Peut-être que dans quelques années, je te dirai ou je vous dirai que j'arrive plus à allier tout ça, mais là, pour l'instant, j'arrive à l'allier. Oui, et puis ces mouvements... toute simplicité,
fait, donc je peux le faire. C'est mouvant, hein, notre milieu, donc c'est très bien d'évoluer Oui, oui. aussi en fonction de ta vie personnelle. Moi, je sais que j'ai 2 enfants, la famille, elle passe vraiment avant. Donc, moi, par exemple, j'arrive pas à m'imaginer avec un CDI plus l'accompagnement, plus la sous-loc. Mais bon, quelque part, on arrive tous à s'adapter en fonction de soi. Hein. Là, je le dis vraiment pour tous les auditeurs qui nous écoutent, c'est pas impossible. Moi, la sous-location, c'est mon activité principale. Puis quelque part, ben, avec le podcast, ça me fait une deuxième activité. Puis avec l'accompagnement qui en découle, ça me fait une troisième activité. Donc quelque part, on est à peu près pareil, mais on trouve le moyen de s'adapter. C'est vrai que dans ton cas, tu as le rythme scolaire qui te permet de souffler toutes les 6 semaines, C'est ça, plus l'été. exactement. Donc c'est bien. Et aujourd'hui, tu as combien de sous-locs? Alors, au total, moi, je gère là 20 biens actuellement. J'ai 12 sous-locations sur ces 20 biens et 8 qui m'appartiennent. Donc D'accord. ça, c'est les 20 biens que je gère en location courte durée. Très bien, wow, super, 12 locs, 12 sous-locs C'est en ça. quelques années, donc bravo. Ouais, en quelques années, donc depuis 2019, bon, sachant que j'ai pas été bon dans le timing parce que j'ai commencé en décembre 2019 et puis je vous rappelle qu'en mars 2020, Je sais pas de quoi tu le parles. Covid est arrivé par là. Donc apparemment j'avais eu le flair comme quoi il fallait se lancer à ce moment-là. Et en fait au final, comme durant toute cette période j'ai réussi à maintenir les loyers auprès de mes propriétaires, en fait ce qui s'est amené derrière c'est que ils ont eu une grande confiance en moi et puis Bien après sûr. ils en ont parlé autour. Moi maintenant je fais plus de prospection, c'est eux qui viennent à moi. Alors je suis monté, hein, comme tu le disais à un moment donné, jusqu'à une trentaine de biens en location courte durée. Donc en fait j'avais 8 biens qui m'appartenaient effectivement, plus le reste en sous-location professionnelle, donc 22 biens. Et là par contre je me suis pas senti à l'aise parce que je trouvais que c'était beaucoup trop de biens gérés d'un coup. Il y a des biens que j'arrivais même plus à savoir comment ils étaient faits, je les connaissais plus de tête, etc. Et donc moi là j'ai trouvé mon équilibre et c'est là où tu disais juste avant, c'est important de savoir pourquoi on fait tout ça et pour que ça reste toujours aligné avec nous, avec nos valeurs, avec le rythme de vie qu'on va avoir. Ses objectifs. Et le but c'est pas de se comparer à savoir celui qui en a le plus, c'est vraiment d'être aligné. Et il y en a, ils ont 4 sous-locations, ils sont très bien avec ça. Il y en a, ils en ont 50 et c'est très bien aussi avec ça. Moi voilà, j'ai trouvé là mon équilibre et c'est pour ça que moi je reste toujours à cet équilibre-là, autour de 20 locations courte durée au total à gérer. Et en fait, je fais des arbitrages avec mes sous-locations, c'est-à-dire que dès qu'il y en a qui sont beaucoup moins rentables ou qui correspondent plus aux besoins des voyageurs, je les rends à leurs propriétaires. Tu t'enlèves la charge d'exploitation qui finalement rapporte partout. C'est ça qui est bien d'en avoir plusieurs à un moment donné, c'est que ça te permet d'arbitrer, comme tu dis, et de dire, bon voilà, les 3 là, je m'en débarrasse parce que de toute manière, ça va pas. Et c'est aussi cette flexibilité dans le métier de la sous-loc qui est hyper intéressante parce qu'on n'est pas enfermé dans des préavis de dingue ou voilà. Et puis le propriétaire, il récupère un truc clé en main en plus. Hein. Moi, je suis en train de rendre un bien. Bon, après, on a négocié avec le propriétaire. Il m'a dit, ce serait bien que tu me le rendes pour la rentrée scolaire, puisque, voilà, à Nancy, il y a plein d'étudiants. Il le louera facilement. Donc, ça se négocie aussi, les sorties, les entrées. Et qu'est-ce qui t'a poussé dans ce parcours? Ce qui m'a poussé dans le parcours, comme je disais, alors autant en 2016, quand j'ai commencé mon premier bien, et je disais à ce moment-là, j'y connaissais rien. Je me rappelle quand j'avais été en agence immobilière, j'avais dit, moi je veux un bien, il est déjà loué. Je savais même pas qu'il y avait une différence entre nu et meublé à cette époque-là. Et moi je veux juste avoir un loyer qui tombe tous les mois. Et puis à ce moment-là, je savais même pas que il fallait prendre en compte que quand le loyer tombe, c'était pas juste pour payer le crédit, mais aussi les charges de copro, la taxe foncière, etc. Mais bon, voilà, tout le monde a un point de départ. Moi, je commençais par là. Et puis, un an après, les impôts arrivent. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser un peu à la fiscalité, etc. C'est là que j'ai vu qu'il y avait différence entre nu, meublé, enfin voilà, qu'on pouvait se mettre au statut LMNP, etc., etc. Et puis, entre-temps, j'avais suivi une formation sur la location courte durée. Puis c'est là que j'ai acheté un deuxième bien que j'ai mis en location courte durée. J'ai vu qu'il marchait. Donc, le premier bien que j'avais racheté, qui était finalement pas si rentable que ça, je l'ai mis aussi en location courte durée. Et alors j'ai fait l'erreur que je dis qu'il faut surtout pas faire, c'est que l'idée c'est quand même de trouver un bien qui soit rentable déjà en location classique. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il soit rentable en location courte durée. Donc maintenant c'est ce que je fais évidemment. Et puis après de 2017 à 2019, j'ai acheté le maximum de biens que je pouvais, jusqu'à temps qu'en 2019 je sois bloqué par la banque en me disant voilà, Nicolas, sur une seule tête il y a trop de crédit, on peut plus vous suivre. Et après je me suis lancé sur la sous-location. Et moi j'ai pris plaisir parce qu'en fait j'ai toujours après été dans cette stratégie de me dire il faut que j'automatise un maximum, je délègue un maximum, dans l'idée que moi mon métier plaisir qui est dans l'éducation nationale
national, je le garde et que j'arrive à allier les deux. Et c'est ce que j'arrive à faire. Et d'ailleurs, dans mes formations, dans mes accompagnements, c'est ce que j'amène à faire, c'est pouvoir gérer entre 1 et 20 biens, ce qui est ma situation, une location courte durée en moins de 2 heures par semaine, ce qui est tout à fait faisable. Alors, je dis pas que ça se fait d'un claquement de doigts, il faut plusieurs semaines et plusieurs mois pour mettre tout ça en place, mais ça passe par de l'automatisation, apprendre à recruter, à déléguer, et puis après standardiser son activité. Et ça j'ai pris grandement plaisir. Puis après, j'en ai créé une formation, un accompagnement, où là, on va dire, ça rejoint un peu les valeurs que j'ai moi dans l'éducation nationale, c'est-à-dire de transmettre, d'aider, d'accompagner, etc. Donc ça, j'ai envie de dire, ça se pareil, c'est assez passion. C'est super. Quand tu dis il faut déléguer, tu n'es pas complètement seul en matière, donc tu as tous les outils et tout, mais en matière humaine, tu as une équipe. Oui, bien sûr. Donc en fait, comme je dis toujours, tout ce que je peux pas automatiser, il faut le déléguer. Donc après, moi, dans la délégation, il y a l'achat des consommables, il y a la gestion des ménages, évidemment, la maintenance des appartements. Donc moi, c'est aussi pour ça que je me suis concentré uniquement sur 3 villes. Alors au début, sur une ville qui était Dijon. Après, j'ai été à Dole et puis maintenant, je suis à Bourg-en-Bresse. Mais sur chacune de ces villes, j'ai évidemment des prestataires de ménage. J'ai ce que j'appelle un city manager. Moi, à partir de 5-6 biens, je mets un city manager, c'est-à-dire qu'entre moi et mes prestataires de ménage, il y a ce city manager qui est mes yeux et mes oreilles, qui va vérifier que les logements sont bien entretenus. Si lorsqu'il y a un artisan est venu pour faire de la maintenance, vérifier que l'artisan a bien fait ce qui était prévu de faire. Lorsqu'il faut acheter les consommables, lorsqu'il y a une problématique qui peut arriver, un dégât des eaux ou autre, qui puisse agir immédiatement. Et après, j'ai trouvé aussi un homme à tout faire qui gère, alors la maintenance, la petite maintenance, parce qu'on le voit bien, les artisans, ok, il y a un gros truc à faire, ils vont venir, etc. Mais sur les petits trucs, refaire des joints, resserrer un robinet, etc. Ça arrive tout le temps. S'ils se déplacent déjà, ça va être ultra cher. Donc là, il faut trouver quelqu'un qui puisse gérer ça. Donc ça, dans toutes les villes, maintenant, j'ai ces personnes-là. Et un city manager, après, ça te casse pas ta rentabilité ? Il va au-delà de tout ça, il faut aussi la relation voyageur, par exemple ? Ouais, par exemple, donc moi j'utilise Service après-vente Albert pour la communication voyageur. D'accord. Ce qui se passe, c'est que la communication voyageur, donc Service après-vente Albert gère de 9h à 23h. Quand Service après-vente Albert peut pas répondre à une question, parce que il n'a pas l'élément de réponse, il contacte le propriétaire. Moi, en l'occurrence, là, il contacte le city manager qui peut l'aider à répondre et ça permet, nous, d'avoir une réactivité dans nos réponses. Et puis, s'il y a un voyageur, j'en sais rien, est en difficulté pour X raison dans l'appartement ou pour accéder à l'appartement, même si c'est assez rare, mon city manager qui habite sur place peut se rendre pour pouvoir l'aider. Et ça permet de mettre de l'humain dans tout ça et ça, c'est extrêmement important. Oui, donc tous tes prestataires, ça reste des auto-entrepreneurs, soit des sociétés ou auto-entrepreneurs. Donc moi, ce que je fais pour mes prestataires de ménage, c'est des auto-entrepreneurs. Et pour les city managers, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je contacte les conciergeries en fait, de ma ville. Et en fait, je leur dis, voilà, moi, je veux pas votre service de conciergerie. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la partie city manager. C'est-à-dire que moi, j'arrive avec une fiche de mission. Voilà ce que j'attends de vous, ce que je voudrais, etc. Et puis après, on négocie. Souvent, moi, je les paye au pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, sur mes 3 city managers dans les 3 villes, j'en ai 2 que je paye au pourcentage du chiffre d'affaires des biens qu'ils gèrent. Et le 3e, c'est un forfait. Ils préfèrent un forfait. Et en fait, pourquoi je vais voir une conciergerie ? Parce que je me dis que c'est quelqu'un déjà qui connaît la location courte durée. D'une part, qui est proactif parce qu'il a créé une société, qui a envie de se développer, etc. Et comme moi, j'arrive tout de suite avec 5 ou 6 biens, lui, ça l'intéresse de pouvoir être flexible. Ok, je négocie pas avec toi mon service de conciergerie, mais comme tu vas me permettre de rentrer 5 ou 6 biens d'un coup, moi, ça m'arrange de trouver un accord avec toi. Super. Et ça, c'est important. En fait, au début, j'avais testé et ça n'a pas marché, c'est de prendre des dames de ménage qui étaient avec moi depuis un petit moment et puis de les responsabiliser un peu plus, quoi. Les responsabiliser. Mais en fait, je me suis aperçu qu'en fait, elles avaient, pour la plupart, en tout cas dans ma situation, elles n'avaient pas les compétences attendues, c'est-à-dire cette proactivité, de pas toujours attendre qu'il y ait une consigne ou un ordre de ma part pour que les choses avancent et soient faites. Ouais. Moi, par exemple, avec mes city managers, ils savent qu'ils sont évalués au résultat, c'est-à-dire à la satisfaction de nos voyageurs, la satisfaction Oui, moi j'ai eu la même chose. Mais ça, c'est important. J'ai eu une étudiante, alors elle c'était son petit job étudiant, les petits ménages, etc. Et c'est vrai que c'est une super proactivité, mais elle n'est pas restée, elle a fini ses études, elle est partie. Ouais. Et donc c'est effectivement la prestation de ménage, il faut qu'ils fassent bien la prestation de ménage et c'est tout ce qu'on leur demande. Parce qu'après, c'est vrai que après je leur demande quand même un petit peu de que ce soit accueillant l'appartement, c'est un petit plus quand même de mettre la petite capsule de café, tout ça. Bon, ça ils le font aussi. Après déléguer, c'est parce que souvent
moi je le vois, c'est ça, c'est une grosse partie de mon accompagnement, c'est apprendre à déléguer. Parce que apprendre à déléguer, ça veut pas dire mettre une annonce sur Le Bon Coin ou sur un groupe Facebook et puis trouver la première personne qui vient qui semble correspondre à nos besoins. C'est déjà avoir réfléchi, Qu'est-ce qu'on veut? quel rôle, voilà, exactement, elle va avoir dans notre organigramme, quelle tâche elle va devoir faire, cette personne-là, comment je vais évaluer ces tâches, quelle fiche de mission je vais mettre en place, comment je vais la rémunérer, et à partir de là aussi, dans l'entretien que je vais avoir avec elle, quel type de questions je vais lui poser pour après recruter. Et c'est ce que je dis toujours, il faut que la phase de recrutement soit lente, mais si à un moment donné, il faut arrêter de travailler avec quelqu'un, il faut que ça soit très rapide. Aujourd'hui, dans la location courte durée, on fait la plupart tous l'inverse, c'est-à-dire on est en difficulté parce qu'il nous faut quelqu'un pour le ménage rapidement, on prend une des premières personnes qui arrive, on la recrute et puis après on a du mal à s'en séparer parce qu'on dit ouais mais si je m'en sépare, comment je vais faire pour récupérer une nouvelle personne, je vais être en difficulté, et on accepte donc dans ces cas-là de dégrader son service et puis à un moment donné ça nous met tous en difficulté. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que dans le process de recrutement ça soit fait et calé convenablement, et avant même que l'annonce soit mise quelque part, il y a tout un travail au préalable. Nous, par exemple, dans la formation, on a ce qu'on appelle une grille de tâches, c'est-à-dire quelles sont toutes les tâches qui sont faites dans le cadre de la location courte durée, qui vont d'acheter les consommables, changer les prix des annonces, qui met les photos, qui fait les photos, etc. Tout ça. Et il y a, je sais pas, une centaine de tâches. Et face à toutes ces tâches, qui fait quoi dans l'organigramme? Est-ce que c'est moi qui le gère? Est-ce que c'est quelqu'un qui le fait? Ou est-ce qu'il y a un trou dans la raquette et pour l'instant, personne ne le fait? Et du coup, tu évites les erreurs avec tout ça. C'est ça. Après, ça prend un temps fou. J'ai pas toujours su faire ça. C'est parce qu'il y a quelqu'un dans les ressources humaines qui m'a formé là-dedans, mais qui aujourd'hui, par contre, me permet de savoir ce que je veux. Ça me permet aussi, puisqu'on parlait là du prestataire de ménage, souvent on fait l'erreur en location courte durée de se dire on va trouver une dame de ménage, ou un homme de ménage d'ailleurs, mais en fait, c'est faux, parce qu'en fait, dans la location courte durée, on voit bien que c'est bien plus que ça. Il faut que la personne, comme tu le disais, il faut que le logement soit accueillant, il faut que la personne vérifie que les ampoules fonctionnent, que les piles fonctionnent, qu'il n'y a pas eu de casse, etc. Donc c'est bien plus que faire de la... Mais sauf que la personne qu'on recrute, si on lui dit c'est pour faire le ménage, elle y connaît peut-être pas grand chose à la location courte durée, finalement en fait on se trompe de profil. Puis en plus, elle en fait finalement entre ce qu'elle attendait et puis ce qu'elle va faire réellement, il y a un gap, il y a un cap, et c'est ce qui fait que derrière ça pose des problèmes. Ouais, c'est vrai que c'est à tort appelé frais de ménage même sur les plateformes. D'ailleurs c'est notre sujet, on en vient, mais souvent, quelques fois j'ai quand même des voyageurs, oh là là, 90 € les frais de ménage sur un 100 mètres carrés alors qu'il y a 10 couchages. Il faut leur expliquer, ça m'énerve que ce soit pas marqué ménage, lingerie, consommable, tout ça c'est un gros tout, et c'est pour ça que je trouve que ça s'appelle à tort frais de ménage, parce qu'il y a bien plus que ça. Et pour une femme de ménage classique ou un homme de ménage classique, effectivement, faire les lits et que ce soit propre et que ce soit bien fait comme à l'hôtel, c'est un petit peu plus, effectivement. Surtout, justement, parce que là, tu parles des frais de ménage, à l'hôtel, ces frais-là, ils sont cachés, parce qu'en fait, on paye un prix fixe à la nuitée. Et en fait, à l'intérieur, il y a déjà ces frais-là. Mais nous, c'est vrai que dans les mœurs, on est transparent avec ces frais-là. On les appelle indûment frais de ménage, mais c'est ce qui fait que les voyageurs là se rendent compte d'un prix et en fait, ils n'arrivent pas à le comparer, donc ils ont toujours l'impression que c'est cher. Mais c'est ça, et en plus, en fait, on le subit, c'est les plateformes, et c'est une superbe transition puisque c'est quand même notre sujet aujourd'hui. Mais c'était très intéressant aussi le hors-sujet de tout à l'heure. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des plateformes, qui sont celles qui nous imposent ces frais de ménage à part. J'ai la chance que tu nous consacres du temps aujourd'hui sur ce sujet-là, puisque tu y connais bien. J'ai créé toutes mes annonces Airbnb et Booking grâce à tes vidéos, donc j'en profite pour en remercier publiquement. Et voilà, aujourd'hui, les plateformes Booking et Airbnb dans la location courte durée, pour moi, c'est les principales. On le voit dans les chiffres. Tu me diras si je me trompe. 50% de réservations se font sur Booking. Je crois que c'est le chiffre en France. Ensuite, on a jusqu'à 40% pour Airbnb, et puis les autres se partagent le reste. Donc les autres, c'est Bon Coin, Britel, ce genre de choses. Donc pour moi, quand on est sous loueur pro, puisque c'est notre sujet, mon point de vue, c'est qu'il faut considérer les plateformes comme des vendeurs, en fait. On parlait de l'équipe humaine, mais quelque part, ces plateformes, pour moi, c'est mes meilleurs vendeurs, parce que j'aurais jamais cette visibilité toute seule. Et donc, je trouve que le travail est comme les humains, je trouve que le travail en tant que manager, entre guillemets, de Booking et manager de Airbnb,
pas la même approche. Et je trouve qu'il faut s'adapter à chacun. Donc je voudrais que tu me dises ce que tu en penses et puis qu'on fasse un petit peu comme quand on doit choisir entre deux trucs. Avantage Booking, avantage Airbnb et inconvénients évidemment aussi. J'aimerais qu'on s'étale là-dessus dans cette première partie d'épisode, s'il te plaît. Pas de souci. Alors c'est vrai que c'est les deux plus gros distributeurs, c'est Airbnb et Booking. Booking en 1, Airbnb en 2. C'est eux qui permettent de rendre visibles nos annonces. Il ne faut pas l'oublier que si on veut vendre, il faut mettre nos annonces là où elles sont les plus visibles par nos voyageurs, là où se rendent nos voyageurs. Et aujourd'hui, en 2024, ils se rendent davantage sur Booking, ensuite sur Airbnb, et puis après, le reste des plateformes se partagent les miettes. Donc aujourd'hui, il faut être nécessairement sur ces deux plateformes, ça c'est non négociable. Donc il n'y a pas de ou Airbnb ou Booking, il faut être sur les deux. Par contre, effectivement, chacune... J'aimerais ouvrir une parenthèse. Ouais, Excuse-moi, je te coupe, mais tant que tu parles de ça, j'ai une question qui me trotte dans la tête. J'ai rencontré des gens qui ne vont que sur Airbnb par choix et je ne le comprends pas. Est-ce que tu as, toi, l'info des conciergeries ou des sous-loueurs qui, de leur plein gré, décident et communiquent sur le fait de n'être que sur Airbnb? Oui, j'en connais. Après, en fait, le problème, c'est qu'en fait, ils font ce choix-là, non pas dans un souci commercial et économique, ils font ce choix-là par souci de simplicité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai, et ça on peut pas le nier, parce qu'on voulait comparer les avantages et inconvénients de ces deux plateformes, c'est qu'Airbnb est très intuitif. Il a été créé pour les particuliers initialement, donc c'est très intuitif. Et c'est pour ça que 100% des gens, ou 99,9% des gens qui font de la location courte durée sont sur Airbnb. Donc, tout le monde va dessus parce que c'est simple, c'est intuitif, c'est... pour que ça soit... En plus, c'est dans une même plateforme, pour que ça soit... Oui, donc c'est pas un choix stratégique, c'est un peu un choix... Pour moi, c'est sûr, c'est pas un choix stratégique parce que de toute façon, les chiffres en parlent par eux-mêmes. C'est que Booking amène beaucoup plus de trafic. Pourquoi ? Parce que les gens vont sur Booking en premier lieu en se disant je vais tomber aussi bien sur des campings, des appartements que des hôtels. Les gens qui vont que sur Airbnb se disent je cherche un appartement ou une maison pour faire de la location courte durée. Donc déjà, on se restreint le segment et donc il y a des gens qui arrivent pour un hôtel sur Booking, finalement, vont quand même louer chez vous sur votre logement. Deuxièmement, sur Booking, il y a le Genius, c'est-à-dire que Genius, c'est une fidélisation à la plateforme, c'est-à-dire au plus vous louez sur Genius, voilà, au plus derrière, vous allez avoir des réductions lorsque vous allez réserver. Sur Airbnb, vous pouvez réserver sans appartement, vous n'avez pas une réduction supplémentaire, c'est deux choses différentes. Par contre, Booking, la complexité qu'il a, c'est qu'il a une plateforme pour les voyageurs et qui s'appelle Booking.com et une plateforme pour les propriétaires qui s'appelle Pulse ou l'extranet Booking. Donc déjà, on a déjà perdu des gens quand on parle de ça. Sur Airbnb, c'est une seule et même plateforme. Il y a un bouton, c'est marqué mode hôte, mode voyageur. Donc c'est vrai que Airbnb, là, où ils sont très forts, c'est ils ont créé ça et la simplicité d'utilisation. Et en fait, beaucoup de gens ne vont pas sur Booking parce qu'ils se disent c'est trop complexe, ça fait peur. Et effectivement, pourquoi ça fait peur ? Parce qu'il ne faut pas oublier que Booking, à l'inverse d'Airbnb, il a été créé pour les professionnels initialement et il reste de l'hôtellerie. De l'hôtellerie. Et donc il a toute cette ossature qui fait qu'on reste à travailler avec des professionnels. Donc ça amène des complexités parce que ça amène tellement de modifications possibles sur son annonce comme des promotions personnalisées, des tarifs mobiles. Le Genius, je décide jusqu'à quel grade je peux le faire. Je peux mettre plusieurs chambres dans un seul établissement, donc plusieurs appartements dans une seule adresse, alors que sur Airbnb, tout ça n'existe pas. Donc la complexité de Booking, qui n'est pas maîtrisée par énormément de gens, fait peur aux personnes. Or, c'est cette complexité-là qui fait sa force marketing et qui fait qu'il est bien devant Airbnb. Maintenant, ce qui fait aussi la force de Booking, c'est qu'aujourd'hui, Booking, il travaille comme en mode professionnel, donc il n'est pas à l'inverse comme Airbnb, il ne nous infantilise pas en tant que propriétaire. Airbnb, c'est infantilisant sur beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il change l'algorithme du jour au lendemain, on ne sait pas le pourquoi du comment, notre annonce elle est moins visible, débrouille-toi. Oui, on veut te suspendre ton annonce, débrouille-toi. On veut te suspendre ton compte, débrouille-toi. On veut changer, on veut rembourser un client parce que le client est venu se plaindre d'un truc, nous on n'a pas eu le temps de se défendre, on va rembourser 20 ou 30%. Ça, sur Booking, ça n'existe pas. Sur Booking, aujourd'hui, déjà, j'ai jamais vu, je crois, quelqu'un se faire suspendre une annonce sur Booking. Booking ne change pas son algorithme tous les 3 minutes. Lorsqu'il y a un problème entre un voyageur et un propriétaire sur Booking, Booking vous dit, voilà, moi je vous conseille, il y a eu un problème de faire le point avec votre voyageur. Après, c'est vous qui avez le libre arbitre de le rembourser ou pas le rembourser. On n'est pas du tout sur la même philosophie entre Airbnb et Booking. Après, c'est du fait tout simplement de leur origine à chacune de ces deux plateformes. Oui, donc en fait, après, comme ça a été créé pour les
les hôteliers, ce sont des gens qui ont Initialement, ouais. souvent une formation exprès, donc ça leur génère beaucoup moins de résistance comme plateforme. Donc forcément, quand il y a quelqu'un comme nous, même, ou alors encore moins, quelqu'un qui n'est pas du tout professionnel et qui se dit tiens, je vais aussi mettre ma maison de campagne sur Booking, c'est vrai qu'il y a de quoi générer une résistance. Mais à la fois, cette résistance-là, tu es en train de me dire que ça peut être justement la force de différenciation si tu apprends à apprivoiser cette... Ah bah c'est ça, si tu arrives à l'apprivoiser, parce que en fait ça veut dire qu'il y a des gens, ils vont aller sur Booking, ils voulaient chercher un hôtel, finalement ils vont tomber sur toi. Deuxièmement, tous ceux qui font de la location courte durée ne sont pas sur Booking, donc il y a moins d'aspect concurrentiel sur Booking. Troisièmement, il y a beaucoup de businessmen qui vont sur Booking pour réserver, et donc eux ils ont un pouvoir d'achat plus élevé que les particuliers, donc ils sont prêts à payer plus cher. Pose-moi une D'ailleurs la question. plupart voilà, ils se posent moins de questions et la plupart des gens sur Booking sont prêts à payer plus cher que sur Oui, sur puis le marché est Airbnb. beaucoup plus international. Moi, tu vois, mes voyageurs Airbnb, c'est surtout du francophone. Ou comme je suis frontière Allemagne, j'ai beaucoup de Néerlandais qui descendent aussi de Amsterdam pour aller dans le sud. Donc, ça reste très local. Alors que c'est vrai que là, en ce moment, j'ai des gens d'Arabie Saoudite. Des fois, j'ai des Indiens. Enfin, et la visibilité Booking aussi, elle est beaucoup plus mondiale. Donc, au moins, mon logement, en plus, je trouve ça génial qu'il soit Et vu dans le monde justement, entier. moi je suis quelqu'un de très factuel, c'est-à-dire que pourquoi je suis aujourd'hui sur Booking en 1 et Airbnb en 2, voilà, parce que c'est les faits, c'est acté. Et comme je dis toujours dans la location courte durée, il ne faut pas travailler au ressenti, mais travailler sur des faits. Je dis toujours tout ce qui se mesure s'améliore. Donc à un moment donné, il faut aller voir les données, et si on veut surperformer et être meilleur que ses concurrents, il ne faut pas faire ça à l'émotion, mais bien faire ça sur les données. Et aujourd'hui, les données prouvent dans toutes les enquêtes que Booking est loin devant pour toutes les choses qu'on vient d'évoquer depuis tout à l'heure. Donc aujourd'hui, il n'y a même pas de question à se poser. Si on veut vivre dans la location courte durée ou vivre de la location courte durée, il faut être sur Booking. Maintenant, évidemment, comme je disais, c'est sa force et sa faiblesse, c'est que c'est beaucoup plus complexe que Airbnb dans son utilisation. Mais aujourd'hui, il ne faut plus faire ce choix. Aujourd'hui, moi, par exemple, une conciergerie qui me dit je travaille que sur Airbnb, j'en ai rencontré une encore la semaine dernière, mais en fait, j'ai même pas envie de travailler avec toi, en fait. Parce que là, en fait, je travaille pas avec un professionnel, en fait. Tu es censé être un professionnel, tu es une conciergerie. Tu me dis je travaille que sur Airbnb. Mais en fait, ça veut dire que tu es en train de m'enlever une grosse partie Oui, il faut de comprendre les visibilité et une motivations part de profondes. marché. Voilà, après, je pense que ces conciergeries-là, et même des formateurs sur YouTube, etc., qui étaient que des pros Airbnb, sont en train de changer parce que, en fait, l'intelligence artificielle et les algorithmes qui sont dans Airbnb font qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de comptes qui sont suspendus, de comptes qui sont supprimés. Et donc, ça veut dire aujourd'hui, et moi, ça m'est arrivé, que si tu te fais suspendre ton compte, si tu es que sur Airbnb, ça veut dire que tu acceptes, tu as mis tous les œufs dans le même panier. Or, on sait très bien que cet adage est pas bon. Oui, et Et ça donc, s'applique dans tous les secteurs d'activité ça s'applique dans d'ailleurs. tous les domaines. Ça veut dire qu'on accepte que 100% du chiffre d'affaires est perdu. Et en plus, la preuve en est, c'est que comme c'est l'intelligence artificielle ou l'algorithme qui met ça en place automatiquement, quand tu appelles Airbnb, il n'y a aucun humain qui est capable de te répondre du pourquoi, du comment ça se passe comme ça. Et donc, tu as 100% de ton chiffre d'affaires qui est perdu. Si tu es en conciergerie, il va falloir rendre des comptes à tes propriétaires. Et puis toi, tu perds du chiffre d'affaires en tant que professionnel. Et puis, si tu es en sous-location, pareil, ça veut dire qu'à un moment donné, tu n'as plus de revenus pour pouvoir payer tes C'est loyers. encore pire. Donc, à un moment donné, d'être au moins sur deux plateformes, c'est aussi diluer les risques. Il faut voir ça comme ça. Et il faut accepter donc de se former ou en tout cas de maîtriser Booking pour pouvoir tout simplement diluer ce risque. C'est une facture à payer un petit peu parce que c'est vrai que Booking, on subit un peu les résards. Hein. Tu as quand même vachement moins de contrôle sur qui réserve. C'est vrai. Tu as le paiement à 10 jours. Enfin, pour comparer avec Airbnb. Airbnb, c'est vrai que bien tu peux voir le profil du gars, tu peux voir ses commentaires d'avant. Dans Booking... sur Booking, tu peux le faire aussi. Hein. Sur Booking, oui, mais c'est beaucoup moins détaillé que... Des fois, tu peux le filtrer. Après, sur Airbnb, si tu es en instantané aussi. Mais effectivement, après, c'est pour ça que ce que j'allais dire, c'est que Booking, il a compris. Au Salon national de la location courte durée, il y avait la directrice générale de Booking qui était là, directrice générale France, qui disait que un tiers de leur chiffre d'affaires, je crois, si je ne me trompe pas, était généré par la location courte durée. Donc, ils amenaient de plus en plus à mettre en avant les locations courte durée sur leur plateforme et aussi à mettre des choses en place pour concurrencer, elle ne l'a pas dit, mais pour concurrencer Airbnb au fur et à mesure. Aussi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, Booking, par exemple, il permet aussi la réservation non instantanée. Alors, c'est pas dans la philosophie de Booking initialement, mais c'est le cas aussi. Oui, et on voit qu'ils essayent d'aller vers nous, les loueurs en courte durée, mais ça reste quand même très hôtel friendly, tu vois. Là, la gestion de la caution en ce moment, c'est compliqué. Les résas dans le futur, moi
moi, sur Airbnb, j'ai pas de fausses résas. Je les appelle les fausses résas. J'ai des gens qui réservent 70 jours dans 3 mois. Ils réannulent 4 semaines après. J'ai quand même effectivement plus de mal avec Booking. Mais ce que tu es en train de dire, c'est assume, apprivoise Booking. Parce que, en fait, si tu veux te considérer comme pro, tu peux pas ne pas le faire, en gros. Même. C'est ça, et puis ça, premièrement, ça c'est clair. Et deuxièmement, par exemple, les problématiques que tu as évoquées, Booking te permet quand même de les contrer si tu paramètres bien les choses. Par exemple, aujourd'hui, si tu as, et c'est vrai que ça existe, des personnes qui réservent chez toi 90 jours pour essayer d'avoir un visa, puis annulent à la dernière minute, aujourd'hui, tu peux paramétrer dans Booking que tes réservations super. Déjà, tu peux accepter de prendre des réservations de 15 jours, 30 jours, 60 jours, 90 jours. Déjà, tu peux au maximum, donc ça, tu peux le réguler. Donc, si tu as souvent des réservations 90 jours qui s'annulent, toi, tu peux accepter de prendre que des résas de 30 jours. Deuxièmement, tu peux dire aussi que les réservations au mois sont non remboursables ou remboursables à 15 jours ou 30 jours avant l'arrivée. Ça, tu peux pas le faire, par exemple sur Airbnb. Airbnb, il y a 3 ou 4 conditions. Là, sur Booking, tu peux le faire. Sur la caution, alors effectivement, il faut être clair avec ça, et ça a été confirmé, c'est que la caution de Booking est allée jusqu'à 1 000 € gérée par Booking. Et là, on s'est aperçu il y a quelques jours, quelques semaines, c'est de l'actualité, là. Et sans aucune annonce officielle de Booking, que Booking avait changé son fusil d'épaule en disant en fait on va pas te dédommager même si tu me justifies par A plus B qu'il y a eu un problème, c'est on va demander l'argent auprès du voyageur, et si le voyageur refuse, et 99,9% refuse, et on te rembourse pas. Donc déjà ça effectivement ça a fait du mal à Booking, mais là je vois qu'ils essaient de remodifier des choses parce que là j'ai remis des annonces en ligne et en fait il y a une caution qui va jusqu'à 300 € maxi, et je pense qu'en fait là ils sont en train de revenir à ce qu'ils faisaient initialement, c'est-à-dire ok on peut t'indemniser jusqu'à 300 €, mais on va rien demander au voyageur. Mais bon, bref, là, ils ont fait vraiment du rétropédalage on est sur une et sans annonce. Et là, par contre, c'est pas du tout professionnel. Ça va à l'encontre de l'argument que j'ai dit avant. Là, ce qu'ils ont fait, c'est pas du tout professionnel. Je trouve que d'ailleurs, c'est pas du tout dans leur éthique habituelle. Mais là, franchement, ils ont été complètement à côté de la plaque. Après, ça veut dire que dans ce problème-là, il est possible maintenant, avec un channel manager, n'importe lequel, d'automatiser la caution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut automatiser l'encaissement et la caution. C'est-à-dire qu'un voyageur, il met ses coordonnées de carte bleue lorsqu'il réserve. Les coordonnées de carte bleue rentrent dans un module comme Stripe et l'encaissement de l'annuité se fait, donc ça vous crée de la trésorerie, c'est-à-dire que vous encaissez, vous faites un préautorisation avant même que le voyageur arrive, donc ça c'est quand même positif. Et deuxièmement, la veille de l'arrivée du voyageur, une empreinte bancaire se fait sur son compte en banque, et c'est ce qui permet aussi vous aussi d'être maître à bord de la caution, c'est-à-dire que si à un moment donné il y a un problème avec ce voyageur, évidemment il faut un justificatif, vous pouvez lui encaisser l'argent, et là vous dépendez pas ni d'Airbnb ou ni de l'appréciation de Booking sur est-ce qu'on prend la caution ou pas. Alors ça, c'est pareil, là je vous dis une complexité supplémentaire, mais en fait, je trouve aussi que le fait que c'est beaucoup plus flexible Booking, c'est ce qui amène sa complexité, mais c'est ce qui amène aussi de se dire, voilà, quand il y a un problème comme là, Booking, où la caution, ils sont en train de la changer, on peut trouver une solution alternative. Aujourd'hui, Airbnb, quand par exemple pendant le Covid, on parlait du Covid tout à l'heure, ils ont décidé du jour au lendemain de tout rembourser parce que c'est comme ça, ça a été tout remboursé, tout a été débité de votre compte, vous n'avez rien vu passer. Ils vous ont pas demandé l'autorisation. Sur Booking, d'ailleurs, Booking disait, je vous recommande de faire plutôt des vouchers pour dire, voilà, vous comme on a fait pour les billets d'avion, tout ça, c'est ce qui nous ont tous fait. Et c'est là où c'est pour ça que pour moi, ces deux plateformes sont complémentaires parce qu'elles ont deux philosophies différentes. Et le fait d'être sur ces deux plateformes, ça va vous permettre de protéger votre activité. Et de jongler un peu entre les deux. Ouais. Et voilà. Alors, et 100% sur Booking, c'est pas bon non plus. Oui, il faut vraiment sur les deux. Ça va dans les deux sens, on est d'accord. Je mettrai un petit bémol sur la caution. Là, j'ai une amie qui a pas pu. La personne a fait l'empreinte bancaire et après, elle a renoncé à cette empreinte bancaire, donc elle n'a rien pu faire avec cette caution. Donc, même les Stripe... Elle a fait quoi, opposition? Elle a fait opposition. Donc, parce qu'elle n'avait pas utilisé le 3D Secure. Parce qu'en fait, d'accord, c'est un bon tuyau. Donc par exemple, ça, une autre, parce que là on parlait de Stripe et le but c'est pas de, moi j'ai aucune action dans Stripe, mais par exemple Suicly permet aussi de le faire, c'est-à-dire d'avoir une 3D Secure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le propriétaire de cette carte bleue a validé via un code qu'il a reçu par SMS ou via une notification qu'il a reçue par sa banque, le 3D Secure amène justement à ne pas pouvoir faire opposition. Ok. Après ça amène une complexité supplémentaire. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais bon, après, vaut mieux bien border son truc. De toute façon, en fait, c'est comme tu le disais tout à l'heure, on peut pas
aujourd'hui ne pas être sur Airbnb Booking. C'est accepter de perdre du chiffre d'affaires, des réservations. Et donc, en fait, finalement, ça veut dire qu'on ne se professionnalise pas. Et pendant ce temps-là, il y a tous tes concurrents qui sont en train de le faire. Oui. Et donc, si tu ne prends pas le train en route, tes concurrents sont en train de le prendre. Eux font l'effort soit de se former, soit d'apprendre à utiliser ces plateformes, etc. Et vont prendre des coups d'avance sur toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des gens qui disent moi, je ne comprends pas, sur Airbnb, mon logement fonctionnait toujours, maintenant, il ne fonctionne plus. Pourtant, je suis super hot, pourtant, ça fait 5 ans que je suis dessus. Mais parce que ça évolue tellement. Et puis, la location courte durée est tellement mouvante que je suis en train de dire aujourd'hui, en juin 2024, peut-être je vous dirai autrement en juin 2025, parce que des choses auront évolué depuis. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours suivre les besoins de nos voyageurs. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une activité commerciale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nos voyageurs ont des besoins et nous, on met un produit en face. Et il faut que ce produit, qui va, pas que l'appartement, mais aussi toutes les conditions qui sont liées à la réservation, correspondent aux besoins. Par exemple, on voit que, elle le disait la directrice générale France de Booking, les gens cherchent de plus en plus de flexibilité. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, au plus vous êtes flexible, même si vous augmentez les prix, au plus les gens vont réserver chez vous parce qu'ils sont prêts à payer plus cher pour être flexibles. Il vaut mieux faire ça plutôt que de casser vos prix et être en non remboursable en disant « Ouais, mais j'ai peur que les personnes annulent par la suite. » Donc, c'est pour ça qu'il faut suivre les tendances de nos voyageurs pour pouvoir louer plus que vous. Il faut prendre sur soi et s'adapter, quoi. C'est tout. Mais ça, ces chiffres-là, c'est pas au doigt mouillé. C'est aujourd'hui, il y a plein de données sur AirDNA, sur Booking, sur PriceLabs, etc., qui vous donnent ces informations-là. Et pour vous, c'est important d'aller chercher régulièrement pour que derrière, vous puissiez correctement paramétrer vos annonces pour qu'elles aient plus de chances de convertir et de réserver. Oui, parce qu'en plus, vraiment comme ça qu'il faut voir. Nous, loueurs en courte durée, en fin fond de la France, on n'aura jamais la force de frappe d'un Booking ou d'un Airbnb. Donc, refuser d'être dans l'un des deux, c'est accepter d'être que visible à Dijon, dans ton cas, par exemple. Et puis, petit bonheur la chance, t'as quelqu'un qui frappe. Et encore, même si je faisais ça, je serais même pas spécialement visible je serais même pas visible sur Dijon, parce que finalement derrière j'aurais mes concurrents qui eux seraient sur Booking et Airbnb. Donc faut toujours se dire, qu'est-ce que fait un voyageur aujourd'hui quand il cherche un voyage? Il va d'abord sur les plateformes Airbnb, Booking. Pour certains, ils se disent ok, je vois qu'il y a un nom commercial, je vais faire un copier-coller dans Google et je vais voir s'il n'y a pas moins cher. Puis si je tombe sur le site internet et que j'ai confiance à ce site internet, je vais réserver dessus. Ça, c'est ce qu'ils font. Mais ils sont d'abord passés par Airbnb et Booking pour aller chercher. Alors ça, je mets juste un petit bémol, hormis si vraiment vous êtes un logement très atypique et très spécifique, comme des logements spa avec des thématiques très spécifiques, etc., où les gens, par exemple, vous en retrouvez sur Instagram, où il y a quelques articles de presse sur vous, etc., et les gens cherchent spécifiquement, pas une ville, mais plutôt une expérience, une thématique que vous faites vivre et vous êtes connu pour ça. Mais sinon, la plupart des gens vont sur Airbnb et Booking et ils vont pas sur Facebook pour chercher un voyage. J'ai une amie qui est allée Love Room à Nancy, il les loue plus par son site. Elle les a mis sur les plateformes, mais en fait c'est son site, parce qu'en plus t'as toute l'expérience autour, la bouteille de champagne, chocolat, etc. Ok, donc là t'es en train de me dire que idéalement faut avoir aussi sa page. Et j'aurais voulu qu'on parle aussi de la fiche Google. Mais en troisième lieu. Voilà, c'est ça. En troisième lieu, il faut avoir son site internet, après Airbnb et Booking, mais pas en premier lieu, c'est pas la priorité. Et après, par contre, il faut, là tu parles de la page Google My Business, se rendre visible sur Google, ça c'est important. Ça coûte rien de le faire. Et ça, il faut le faire dès que vous ça coûte rien. Moi, j'ai été hyper bien accompagnée. J'ai appelé les ateliers Google My Business. C'est le 01 76 21 52 00 et il te donne un rendez-vous d'1 heure. Et moi, il m'a même refait un deuxième rendez-vous pour m'aider à créer la fiche Google My Business de mon entreprise. Et il m'a donné plein de tuyaux pour attirer les propriétaires. Et après, on s'est revu 1 heure pour m'expliquer comment créer une fiche par appartement. Donc je le donne en tant que tuyau, n'hésitez pas à le faire parce que c'est des ateliers qui sont gratuits et comme tu dis, souvent, pas tous les voyageurs ont ce réflexe, mais souvent ils vont copier-coller le nom, ça c'est toi qui l'expliques dans tes vidéos, je l'ai fait et j'ai le même nom partout, sur Airbnb, sur Booking, sur mes fiches Google My Business, c'est exactement le même nom, mais bien. Ouais, et puis d'être visible sur Google, c'est important. Hein. Google, ça devient aussi un OTA comme Airbnb, Booking, où beaucoup d'hôtels, beaucoup d'établissements sont présents. Okay. Et donc, ça, il faut vraiment utiliser cette puissance. Et c'est vrai que là, créer une page Google My Business, c'est entièrement gratuit. Alors, juste attention, effectivement, ils sont de plus en plus exigeants. Donc, et c'est pour ça que c'est important d'être accompagné. Parce qu'en fonction on vous demande quel type d'établissement vous êtes, etc. Et effectivement, si vous vous trompez là-dedans, après, ils vous demandent des vérifications très complexes. Et votre
tant qu'effectivement votre fiche Google My Business n'est pas validée, elle n'est pas visible. Et de temps en temps, si vous êtes trompé dans les paramétrages, pour la rendre visible, c'est compliqué parce qu'on vous demande de filmer, on vous demande plein de trucs, etc. Donc c'est pour ça d'être suivi et accompagné directement par Google. Franchement intéressant. Et c'est ce qui va vous permettre aussi d'accroître votre visibilité. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, les gens vont faire un copier-coller. Et si quand ils tapent votre nom de marque dans Google, ils vous trouvent directement, ils vont même pouvoir trouver d'autres logements qui ont le même nom de marque que vous et puis pouvoir un peu fouiller, etc. Et ça, c'est intéressant. Et dans ton cas, ça augmente la visibilité. Tu as des résas qui viennent par Google My Business, quel pourcentage environ? Comme Moi ça. aujourd'hui, donc quand les gens passent par Google My Business, donc quand ils vont cliquer sur le petit bouton site web, ils vont arriver sur mon site internet. Aujourd'hui, moi, j'ai à peu près 10% des résas qui viennent de mon site internet, mais tout le reste viennent d'Airbnb et donc tu as Booking. 10% quand même où tu t'évites un petit peu les commissions. Il faut quand même en parler sur nos plateformes. C'est une grosse force de frappe, mais c'est aussi 15% dans certains cas 18. 15, 17, ouais 18. De ton chiffre d'affaires, quoi. Sur le ménage aussi, bon, c'est un peu... quand tu peux prendre 10% en part, ça peut être sympa. Après, ce qui est important, là, parce qu'on parle de page Google My Business et aussi du site internet, c'est qu'il faut penser que pour avoir un site internet qui convertisse beaucoup, c'est déjà au-delà de la partie esthétique du site internet, mais ça, tout le monde fait attention maintenant. Ça aussi, voilà, il faut que le site soit ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as à peu près 2/3 des gens qui vont consulter votre site internet via un téléphone ou via une tablette. Donc, il faut que lorsque votre site arrive sur une tablette ou un téléphone portable, que la mise en forme de votre site soit propre. Et pour ceux qui maîtrisent ça, vous savez très bien que c'est pas parce que votre site est propre sur un ordinateur qu'il est propre sur un téléphone. Donc ça, il faut vraiment être vigilant parce que sinon vous perdez la confiance de votre voyageur. Et un point important aussi, c'est le module de paiement. Il faut que ça soit très simple d'utilisation et que ça soit qu'il n'y ait pas de coquille sur la partie page de paiement, etc. Sinon, vous allez faire fuir votre voyageur parce qu'il ne va pas avoir confiance en vous. Donc ça, c'est important. Et ensuite, si vous voulez que votre site soit bien référencé, il faut faire du SEO, c'est-à-dire du référencement naturel. Et ça demande du temps, de l'expérience, etc. Moi-même, donc je le fais pas. C'est encore de l'adaptation. Donc en fait, c'est de se dire, si on veut économiser, c'est 17, c'est 15, c'est 17, c'est 18% de commission. En contrepartie, il faut faire un travail de référencement de votre site. Ça, c'est important. Ouais, donc dans ce cas... soit via les médias sociaux ou soit via du référencement, etc. Et soit ça se délègue et c'est un coût, ou soit c'est vous qui le faites et il faut des faut bien mesurer ça, quoi. Parce que pour moi, ce que je retire là, c'est que tu peux pas choisir entre Booking et Airbnb, c'est une évidence. Et comme tout vendeur dans une équipe humaine, il faut s'adapter. T'as des vendeurs plus capricieux que d'autres. Et puis voilà, tu peux aussi vendre toi-même. Mais forcément, si tu es dans ton business, tu peux pas faire que de la vente. Si tu veux vendre, il faut être visible. C'est le principe de base. Donc si tu veux être visible, il faut être là où tes acheteurs sont. Et là, c'est nos voyageurs. Et nos voyageurs sont là-dessus. Peut-être qu'un jour, ils seront sur Facebook, nos voyageurs. J'en sais rien. Et puis, on ira sur Facebook mais en priorité. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui va sur Facebook, il n'est pas que sa carte bleue dans les mains en se disant « je cherche un voyage ». Non, clairement pas. D'ailleurs, tu me donnes une belle transition. Il faut être visible et du coup, on va parler du petit caprice Airbnb. Il y a 3 mois, tu as eu une mésaventure. J'aimerais que tu nous donnes un petit peu les antécédents et puis que tu me dises maintenant, après 3 mois, avec le recul, qu'est-ce que tu en as retiré comme leçon? Donc effectivement, il y a 3 mois, je me suis fait en premier lieu suspendre mon compte. Je ne dis pas à mes annonces, mon compte. En fait, je me suis aperçu... Bref, j'étais au sport, je reçois plein de notifications, annulations de réservations. Je dis c'est quand même bizarre. Surtout sur Airbnb. C'est plutôt du booking, normalement. Et je rentre chez moi, je vais sur l'ordinateur, je m'aperçois que toutes mes annonces sont suspendues et que toutes mes futures réservations sont annulées. Sans antécédent. Réservations, quoi. Sans antécédent. Sans antécédent, j'avais pas reçu d'alerte, etc. Donc là, évidemment, j'appelle Airbnb, ils me disent, on sait pas, c'est un service qui est aux États-Unis qui s'occupe de ça, vous pouvez pas le contacter. On a une alerte sur votre compte, ok. J'appelle des gens qui sont ambassadeurs Airbnb que je connais, comme Benjamin Etienne, etc. Je leur dis, mais tu peux pas m'aider, parce que là, en fait, j'ai besoin de savoir les aboutissants, ok, je me suis fait suspendre, je sais même pas le pourquoi du comment.
Au final, enfin je la résume courte, on n'a jamais su le pourquoi du comment. J'ai juste su que c'était l'intelligence artificielle et les différents algorithmes qui étaient passés par là. Aucun humain a réussi à m'aider, même des gens plus ou moins bien placés n'ont jamais réussi à savoir le pourquoi du comment. Je me suis aperçu en faisant des lives sur ce sujet que d'autres personnes avaient vécu la même chose, mais comme ils étaient moins médiatisés que moi, ils n'en avaient pas parlé. Et en fait, encore il n'y a pas si longtemps, Sébastien Maury en parlait dans une vidéo, c'est que il s'aperçoit que même lui, de plus en plus, il y a des comptes, etc., qui sont suspendus autour de lui. Donc, c'est flippant. C'est flippant, mais tout ça pour dire qu'en fait, à un moment donné, l'algorithme a ses limites, l'intelligence artificielle a ses limites, dans le sens où, ok, il y a sans doute des procédures de sécurité, et jusque-là, il y a une normalité. C'est ce qui fait aussi que les gens ont confiance en Airbnb et à Booking, c'est qu'il n'y a pas tout et n'importe qui sur leur plateforme, mais je pense qu'il y a des erreurs qui sont faites à certains moments, et le problème, c'est que l'humain n'est pas là pour pouvoir réguler ça. Et quand tu veux le réguler, c'est pas possible. Donc, concrètement, je me suis fait suspendre d'abord mon compte, et après, supprimer mon compte. Donc, finalement, là, heureusement que j'avais Booking, parce qu'il faut savoir que moi en temps normal j'ai 60% de réservation Booking et 40% Airbnb. J'ai pas perdu 40% de chiffre d'affaires, j'en ai perdu on va dire que 20%. Ah, quand même. Parce que une partie de toutes les réservations qui avaient été annulées par la suite sur Airbnb ont été reprises soit via mon site internet, mais surtout via Et Booking. est-ce que tu sais ce qu'on leur a dit aux voyageurs? Parce que moi, si là je réserve super logement, je sais ce qui leur a été dit, rien du tout. Il n'y a rien été dit parce qu'en fait, j'ai reçu plein de messages. Donc au début, tant que mes annonces étaient suspendues, je voyais tous les messages. Donc il y avait d'un seul coup les voyageurs qui disaient mais pourquoi vous avez annulé, parce etc. C'est toi qui es accusé, c'est horrible. Ouais, et donc moi je leur répondais, moi je leur disais voilà, il y a sans doute un bug sur Airbnb, toutes les annonces, toutes mes futures réservations ont été annulées, je vous invite à retrouver mon logement sur internet, sur la plateforme concurrente. Mais évidemment je n'ai pas écrit Booking parce que sinon c'est blacklisté quand tu t'écris ça dans Airbnb. Et il y en a qui sont repartis réservés sur Booking, mais j'ai perdu des réserves, ça c'est sûr. Mais en même temps je me dis j'ai limité la casse, si j'avais pas été sur Booking j'aurais perdu 100% de mes futures réserves. Après, effectivement, je me suis aperçu qu'il y a énormément de personnes qui ont des comptes suspendus ou des annonces suspendues. Enfin, en fait, c'est même pas à tort ou pas à tort. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas les raisons. C'est arbitraire. C'est-à-dire que c'est arbitraire dans le sens où, comme dit, c'est ça, c'est non motivé. Et en fait, il y a un algorithme, voilà, comme dit, qui sans doute fait la sécurité du truc. Et ça, jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais qui, derrière, ne nous permettent pas, à un moment donné, soit de faire appel ou soit, à un moment donné, d'avoir un échange avec une personne humaine qui peut faire médiateur et nous expliquer le pourquoi du comment. Ça, peut-être que j'ai fait une erreur, mais en fait aujourd'hui, comme je ne sais pas mon erreur, peut-être que je la reproduis par la suite. Ouais, donc là, ça fait 3 mois, tu sais toujours pas pourquoi. Non, puis après j'ai abandonné. Moi, ce que j'ai fait, après j'ai dit, au début, je me suis battu pour essayer de récupérer mon compte. Au bout de quelques jours, j'ai vite compris que c'était peine perdue. J'ai recréé un nouveau compte avec une autre identité. Et voilà, après, j'ai créé avec un autre numéro de téléphone, une autre adresse email. Toutes mes annonces, j'ai mis des petits filtres Canva sur toutes les photos pour pas qu'on vienne me rechercher, etc. Parce qu'après, par contre, mon astuce, je me suis dit, je vais voir les ambassadeurs Airbnb que je connais. Je dis, donne-moi les astuces pour créer un compte sans me le refaire chanter, en fait. Donc, ils m'ont dit toutes les astuces. Oui, parce que de toute manière, c'est un algorithme. Donc, si l'algorithme, il revoit que tu refais un truc, hop, il te annule. Au début, ouais, c'est ça. Si tu refais avec la même identité, de toute façon, tu te refais chanter dans les minutes qui suivent. De toute façon, maintenant, quand tu crées un compte Airbnb, on te demande les photocopies d'identité, ton passeport ou ta carte d'identité. Donc, tu te refais chanter assez rapidement. Mais voilà. Et typiquement, mais je l'ai encore vu il y a pas longtemps, il y a un voyageur sur Airbnb qui a alerté en disant qu'il y avait une caméra dans un appartement. Airbnb, il n'a même pas cherché à comprendre, il a suspendu l'annonce tout de suite. Il s'est avéré que par la suite, qu'en fait, c'était faux, il n'y avait pas de caméra. Mais pendant X jours, temps de vérification, l'annonce, elle est suspendue. Donc finalement, c'est un manque à gagner. Le propriétaire, il perd de l'argent parce qu'il y a eu un voyageur, soit de façon délibérée, qui a voulu être malsain envers vous, ou soit qui a cru, peut-être, j'en sais rien, qu'il y avait une caméra. Et au lieu de vérifier tout de suite, non, on donne d'abord raison aux voyageurs, on suspend les trucs, et après c'est au bonheur la chance pour que votre annonce soit remise en place. Pareil, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un voyageur, il se plaint de quelque chose. Airbnb envoie un message au propriétaire. Ouais. Propriétaire, mais je sais pas, 1 heure ou 2 pour répondre. Il a mis un peu trop de temps peut-être. Le Airbnb n'ayant pas eu de réponse sous les 2 heures, foulée, il dit on annule la résa ou je vous rembourse 30%. C'est-à-dire qu'au final, c'est pas maître de ton truc. Non, c'est la dictature. C'est à un moment donné.
c'est la dictature. Après, C'est-à-dire c'est un que ça va environnement dans un professionnel sens. qu'il faut accepter. Parce que finalement, comme tu disais, même Après, si à Booking... l'inverse, hein, sur Airbnb fonctionne surtout avec les particuliers. Je crois qu'il y a, sur Airbnb, il n'y a que 10% ou 15% des gens qui sont considérés comme des professionnels d'une manière ou d'une autre, et c'est pas leur chiffre d'affaires principal d'Airbnb, à l'inverse de Booking. Donc, il faut accepter. De toute façon, des deux côtés, il y a du côté positif et négatif, Airbnb ou Booking. Il faut jouer avec ces règles-là. Je dis juste que voilà, tout mettre les œufs dans le même panier, c'est dangereux. La preuve en est, si je l'avais fait, et ça m'a converti encore plus dans ce que je pense, c'est de se dire, ben voilà, il faut être sur les deux plateformes. Je le savais déjà, mais ce que j'ai vécu Confirmé. l'a confirmé. Voilà, Ça chercher coûtait le mot. cher quand même, la confirmation. Oui, bah, c'est pas de confirmation. Mais voilà, donc mon expérience, c'est pour ça que je le parle, je l'en dis beaucoup sur les réseaux, etc., pour faire comprendre aux gens que d'être que sur une plateforme, c'est ultra dangereux. Pareil, que avoir son site internet, par exemple, c'est ultra dangereux aussi. Votre site, il crache ou OVH du jour au lendemain, il y a un problème sur votre site, vous n'avez plus de réseau. Donc, puis aujourd'hui, il faut se mettre on est dans une activité commerciale, c'est de se dire, aujourd'hui, Nutella, quand il vend son pot Nutella, il se dit pas, moi, je vends pas chez Auchan, quoi. Je vais que chez Carrefour, non, ça n'existe pas, ça. Ouais, c'est clair. Celui-là qui fait ça, il est fou. Après, il y a des produits qui ont une stratégie commerciale de se dire, on vend tout en ligne, on vend rien chez les grandes surfaces. Ok, ça, par exemple Nespresso, ils ont leur propre boutique, etc. C'est leur système à eux. Ouais, mais ils ont une force Comme de par frappe, exemple, ils ont un budget mais ils ont une force de marketing de frappe. dingue. Moi, je fais Mais pas. exactement, voilà. Mais c'est parce que derrière, il y a une stratégie qui est réfléchie, parce que voilà, ils veulent se positionner C'est sur une bonne idée. le café dans une position luxe, etc. C'est leur stratégie. Si vous avez réfléchi à une stratégie en disant, moi, je fais que sur mon site internet, je fais que sur les réseaux sociaux, parce que j'ai un logement atypique avec une telle thématique, etc., pourquoi pas? Après, si t'as Georges ça Clooney reste... qui peut faire la pub de tes trucs, C'est ça. pourquoi pas? Mais ça reste à la marge. La réalité, c'est que pour pouvoir diffuser vos annonces, il faut pouvoir utiliser les deux plus grosses plateformes actuellement. Pendant le Covid, je disais toujours, enfin même avant le Covid, 3 plateformes. Il y avait Expedia à l'époque. Expedia, pendant le Covid, a dit qu'il arrêtait de diffuser pour les locations courte durée et nous a ramené dans son groupe, le groupe HomeAway, vers Abritel. Mais aujourd'hui, hormis les maisons de campagne et les grandes bâtisses, etc., qui se louent un peu sur Abritel, un appartement au centre-ville, c'est pas du tout le cœur de cible des voyageurs qui vont sur Abritel. Voilà. Mais c'est là. Et peut-être que dans un an, je dirai le contraire, parce qu'Abritel aura changé sa philosophie. Et c'est toujours là où il faut réfléchir, de se dire, voilà, pourquoi je mets mon annonce sur telle plateforme, quel est l'objectif derrière, pourquoi je suis sur 2 plateformes plutôt qu'une, pourquoi je me mets pas à l'inverse sur 30 plateformes, parce qu'à l'inverse, être sur 30 plateformes, c'est diluer, parce que tous les algorithmes fonctionnent de la même manière, Airbnb, Booking, Abritel, tout le monde fonctionne de la même manière. Leur business model, c'est au plus je loue un logement, au plus je touche des commissions dessus. Donc, il faut que le logement, il soit souvent visible quand il y a des recherches de voyageurs. Comme ça, je le mets en avant. Il est loué, et les gens sont contents, il est toujours remis en avant, et puis je touche à chaque fois des commissions. Sauf que au plus vous diluez votre logement sur 4, 5, 6, 7 plateformes, au moins il y a de chances que sur ces plateformes, votre logement soit visible, parce qu'il a souvent été réservé ailleurs. Puis en plus, au niveau et donc, finalement, vous perdez tout l'effet boule de neige de l'algorithme. Et organisationnellement, enfin moi, je ne me mettrai jamais sur une plateforme qui n'est pas dans mon channel manager. Le channel manager, pour ceux qui ne savent pas, c'est le logiciel en fait qui synchronise toutes tes résas et tous tes logements. S'il n'est pas dessus, et ça a été un peu le cas sur Abritel, tu avais fait une vidéo intéressante pour Abritel, et donc j'avais tenté ce que tu recommandais, et j'ai quand même eu des ratés, et pour 2 résas dans l'année, sur un appart, bon, j'ai laissé tomber, parce qu'après, il faut se professionnaliser, il faut s'adapter, mais il ne faut pas non plus faire des nœuds dans le cerveau et souffrir et subir trop la situation. L'objectif, c'est d'une part pas de créer une usine à gaz, et d'autre part, parce que là on parle de channel manager, c'est dans ce sens-là où aussi la réflexion que tu as, c'est je choisis mon channel manager en fonction de mes besoins, donc mes besoins marketing, logistique ou autre. En tout cas, je mets mes besoins quelque part et je choisis le logiciel en question. Je ne choisis pas un channel manager parce que c'est le moins cher du marché. Parce que le pas cher coûte cher à un moment donné. Je le vois tous les jours, des gens qui me disent je vais sur Base24 parce que c'est pas cher. Ok, Base24 c'est ultra puissant comme outil. Par contre, si tu n'as aucune connaissance de l'anglais et si tu n'as aucune connaissance informatique, dans une semaine ou dans un mois, tu vas te dire mais c'est quoi ce délire, j'arrive pas à paramétrer. Donc à un moment donné, si tu utilises Base24 parce que c'est un objectif pour toi, pour ton yield management, pour tes équipes, pour ton marketing, etc., vas-y. Si tu as d'autres besoins qui te permettent d'utiliser Superhot ou Smoobu, vas-y, mais réfléchis-y avant de prendre le logiciel juste pour son prix. Je te propose qu'on fasse aussi
un épisode sur les channel managers, parce qu'on va Ah bah, repartir pas de sur souci. 1 heure, on a déjà fait plus de 50 minutes, c'était Ah super bah, tu me connais, moi, je intéressant. peux Bah parler ouais, je pendant sais, mais des de heures et toute des heures. manière, c'est super intéressant. Donc, cet épisode est long, mais intéressant. Du coup, j'aimerais qu'on arrive vers la fin, sauf si tu as encore des choses à dire. J'aimerais que tu me parles de ton actualité et puis ton activité d'accompagnement, puisque c'est un petit peu le but aussi de ce podcast, c'est de se connaître sur le marché de la sous-location, qui et quoi existe-t-il pour tous ceux qui veulent se lancer, puisque comme vous le voyez dans cet épisode, tu peux le faire quand tu as un CDI, une famille, plein de choses. Donc, je veux bien que tu m'expliques un petit peu comment ça marche de ton côté. Voilà, mon actualité, bon, déjà, il y a eu le Salon national de la location courte durée à Paris, où déjà, je remercie tous ceux qui sont venus me voir sur mon Oui, stand. c'était il y Ça a 3 permet semaines, ouais, c'était sympa. effectivement de voir en vrai les personnes. C'était vraiment cool. Donc moi, j'accompagne les loueurs, les sous-loueurs et puis les conciergeries à gérer leurs biens, ceux qui ont entre 1 et 20 biens en moins de 2 heures par semaine. Je suis visible sur le nom Automatique BNB, que ça soit sur Instagram, YouTube, Tu seras dans la je suis même description, sur bien TikTok. évidemment. Donc moi, je propose des formations, des accompagnements autour du sujet que je viens d'évoquer pour justement vous sortir de toutes ces tâches chronophages de la location courte durée. Il faut, moi je suis pas un idéaliste, je suis pas là pour vendre du rêve. La location courte durée, c'est une activité. Le 100% automatisé, ça n'existe pas. On peut vous le vendre, mais ça n'existe pas. Il faut à un moment donné organiser votre activité. Alors évidemment, on l'organise différemment si on a un bien que si on a 200 biens, mais il faut l'organiser de façon professionnelle. Là aujourd'hui, on a parlé juste vite fait entre guillemets, mais des plateformes. Mais après, être sur ces plateformes-là, ça veut dire optimiser les annonces, parce qu'une fois qu'on est sur les bonnes plateformes, il faut les optimiser pour être rendu visible. Il y a plein de détails, plein de petits trucs. Mais qu'il c'est faut vrai pas que par rater. exemple, la dernière fois, la directrice générale disait 80% des réservations se font pour ceux qui sont sur la première page Booking. Ouais, je me souviens. Donc aujourd'hui, si tu es sur Booking et que tu es sur une deuxième ou troisième page sur des parties de recherche, en fait, tu perds des réserves. Donc voilà, j'optimise, j'aide les gens à faire ça, et j'aide à automatiser, j'aide à déléguer, j'aide à recruter. Donc voilà, moi, je suis très accessible. Mon objectif, c'est pas de faire du quantitatif, pareil, dans la formation. Donc c'est des accompagnements. Je prends 10 personnes maximum par mois que j'accompagne en fonction de leurs besoins. Il y a soit moi ou un membre de mon équipe qui va vous avoir au téléphone avant pour bien vérifier que ce que vous demandez correspond à vos besoins et qu'on peut réellement vous accompagner, et on met tout ça en place. Et là, dernièrement, j'ai créé un produit supplémentaire qui s'appelle taxe d'habitation 0%, c'est-à-dire un contrat qui vous permet aujourd'hui de ne pas payer votre taxe d'habitation. Pour ça, en fait, il faut que vous soyez soit en conciergerie, soit sous-loueur, soit propriétaire d'un ou plusieurs biens, et vous déléguiez la partie prestation de ménage à soit une autre entreprise, soit à une société. Et en fait, vous allez contractualiser votre relation avec ce prestataire de ménage via un contrat spécifique qui va vous permettre de ne pas payer de taxe d'habitation. En prouvant qu'on a un contrat. En prouvant ce contrat-là, où dedans il y a les clauses spécifiques à l'intérieur. Et ce qu'il faut avoir aussi en tête, et pour vous dire aussi que moi c'est important pour moi, c'est 100% garanti dans le sens où si votre centre des impôts refuse ce contrat et vous fait quand même payer la taxe d'habitation, je vous rembourse ce contrat. Dans 99,9% du temps, ça fonctionne parce que surtout en plus avec le contrat, je mets des vidéos qui expliquent quel texte il faut envoyer dans la messagerie sécurisée des impôts, qu'est-ce qu'il faut leur dire, etc. Mais voilà, je ne gère pas les excès de zèle de certains centres des impôts et j'ai aucune prétention de pouvoir les contredire. Chacun à leur sauce. Exactement. Mais c'est bien que donc tu là, garantisses, du coup. C'est pour ça que la prise de risque, on va dire, c'est moi qui la prends. Donc tu prends le contrat et si ça ne fonctionne pas, tu es remboursé de ce contrat, donc tu n'as rien à perdre. Voilà. Okay. Donc ça, et actuellement, j'ai beaucoup de retours comme quoi ça a fonctionné sans aucun problème, parce que les personnes ont suivi correctement les vidéos qui étaient à l'intérieur en plus du contrat et qui explique comment l'utiliser correctement. Bon, c'est bien, tu as des nouveautés régulièrement qui s'adaptent. Comme tu disais, comme c'est un marché qui est en mouvance, c'est bien que tu aies des produits actualisés qui permettent d'adapter à la réalité. Pourquoi j'ai créé ça? Parce que le 15 juin 2023, il y a le Conseil d'État qui a évoqué le fait que maintenant, il n'y a plus de discussion possible. On paye la CFE et la taxe d'habitation. Sur la résidence secondaire. Sur la résidence secondaire. Donc, jusqu'à cette date-là, c'est vrai que c'était le flou artistique. On disait, moi, si je paye la CFE, je ne paye pas la taxe d'habitation. Et puis, si je paye la taxe d'habitation, je ne paye pas la CFE. Enfin, bref, là, depuis le 15 juin, c'est acté, depuis le 15 juin 2023. Ensuite, c'est retombé dans tous les centres des impôts. Donc, certains se sont mis à jour rapidement, d'autres pas. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de discussion possible. On paye les deux. Et aujourd'hui, quand vous calculez d'ailleurs votre rentabilité sur une sous-location ou une location courte durée où vous êtes propriétaire, vous allez devoir payer ces deux charges-là. Donc,
ces deux impôts-là, pardon, et donc prenez-les en compte dans votre rentabilité, Ouais. hormis si vous utilisez ce contrat où vous allez pouvoir chanter cette Alors moi, taxe c'est un gros d'habitation. argument pour choper des propriétaires. Et des biens, je leur dis, voilà, c'est une résidence secondaire que tu ne paieras pas la taxe d'habitation puisque je serai ton locataire en tant qu'entreprise. Et à moi derrière, c'est à moi derrière d'aller C'est ça. toquer aux portes. Et ça, c'est un gros argument pour les sous-loueurs. Hein. C'est un vrai sujet pour nous, hein, tu sais bien. Avoir des nouveaux biens, on n'en est pas encore à ton niveau où les gens t'appellent et courent, ils font la queue pour que tu sois leur locataire. Oh, ils font pas la queue non plus, ils vont pas abuser, mais effectivement, Ouais. après, c'est plus du bouche à oreille, même. Petite touche de blague pour terminer. Est-ce que tu as une confession à nous faire? Une confession. Ah bah oui, c'est le sujet quand même. Bon, ou une lecture que tu nous recommandes, un conseil. Ah, déjà la confession, c'est déjà, comme je l'ai encore dit tout à l'heure, hein, moi, quand je me suis lancé dans la location courte durée, donc en 2017, et puis dans l'investissement immobilier en 2016, jamais j'aurais pensé à faire ce que je fais aujourd'hui. Pour ça, qu'arrêtez de vous faire des plans sur la comète, dans 5 ans je serai là, dans 10 ans je serai là. Faites ce que vous pensez faire aujourd'hui qui est bien, etc. Faites-le quand vous avez l'opportunité. Et puis, à un moment donné, il faut être flexible. Ben, vous ferez évoluer votre activité, votre business, en fonction de vos besoins, votre vie perso, vos désirs, vos objectifs. Donc voilà, donc ça, c'est Ouais, ça. Il c'est une faut belle vraiment conclusion. faire ça. C'est passe à l'action et adapte-toi. Passe à l'action et voilà, Sans trop passe se- à l'action, voilà. c'est ça. Il faut passer à l'action et puis c'est en passant à l'action que. Et puis un petit livre que j'aime bien relire, c'est La semaine de 4 heures C'est de Tom vrai? Ferriss. J'ai eu du mal à le Qui- finir, qui- moi. Alors, qui est pas toujours évident, Ouais. effectivement, à finir. Par contre, ce que j'aime bien, alors même si, alors c'est pareil, hein, ce livre, il est sans doute idéaliste parce que il a été prouvé par A plus B que cet auteur, finalement, on ne sait même pas réellement s'il a vraiment fait des semaines de 4 heures, on ne pense Bah, pas. il faut toujours un Mais titre ça- accrocheur, la preuve. Effectivement, mais ça amène quand même à la réflexion de se dire comment déléguer, comment automatiser, comment réfléchir autrement. Moi, par exemple, depuis que j'ai lu ce livre, bah, moi j'utilise une assistante virtuelle qui est à Madagascar et qui gère pour moi, Oui. par exemple, la déclaration des Il en parle. taxes de Ah, c'est séjour bien. et qui me fait gagner du temps. Donc ça permet de réfléchir à beaucoup de choses. Et effectivement, dans son livre, il en parle. Donc ce livre-là, non pas le lire comme pour argent comptant, mais de se dire vers quelle philosophie C'est ce que je peux vous prendre. voulez aller dans votre activité. D'où Voilà. ta maxime que tu m'as dit au tout début, tous ceux qui ne s'automatisent pas se délèguent. C'est ça, tout ce que vous pouvez pas automatiser, il faut le déléguer. Et ma deuxième chose, c'est tout ce qui se mesure s'améliore. Donc arrêtez d'être sur de l'émotionnel, restez sur du factuel et essayez d'avoir un maximum de données, quel que soit le business que vous faites. Et c'est pour ça que les meilleurs qui réussissent, hein, c'est ceux qui ont des tableaux de bord, qui ont des données, des informations et qui Bah leur ouais. permettent, eux, de prendre des actions qui vont Des permettre prises de de modifier décision. ces indicateurs, ces KPI. Et si vous le faites pas, bah, vous faites tout au doigt mouillé et bah, c'est comme si vous conduisiez une voiture les yeux Dans le fermés. noir, Bah, à un bah moment ouais. donné, vous allez prendre le mur. Quelle belle conclusion. Merci beaucoup, Nicolas. Je te souhaite une très bonne journée. Je vais mettre tout dans les descriptifs si vous avez besoin de connaître Nicolas et ses formations. Et puis, on va faire ça de temps en temps. Moi, j'aime bien. Hein, dans 6 mois, 1 an, on verra si on se refait un petit épisode. J'espère que tu... Avec grand plaisir en tout cas. Merci et belle journée à tous. Merci à Au toi. revoir.